Je travaille dans la lignée de Charles Vauga et Germaine Hollet, qui étaient un couple en astrologie. Charles Vauga est né au moment de la grande conjonction Pluton-Neptune à la fin du 19e siècle, en 1889. Et je mets en exergue une de ses plus grandes déclarations, qui était: la plus grande découverte scientifique du XXe siècle sera que l'homme est un système solaire. L'homme est un soleil. Nous sommes chacun de nous un soleil. Et nous avons fait un film sur Germaine Hollet qui s'appelle d'ailleurs « À chacun son soleil ». La première question, est-ce que l'astrologie est une science de l'âme? Rien que poser la question, c'est déjà y répondre. Et je dirais que oui, c'est la science de la conscience. Et c'est dans ce sens qu'a vraiment travaillé Charles Vauga. Elle travaille sur l'état d'évolution de chaque être, sur le chantier d'expérience qu'est son horoscope, et sur les étapes et la dynamique de son évolution grâce aux progressions, au transit et aux différents systèmes qui ont été mis en place. Je dirais même que l'astrologie, elle est la véritable science nouvelle de l'ère du Verseau, parce qu'elle utilise le nouveau paradigme qui est en train de se mettre en place de la physique quantique. Elle travaille sur 3 niveaux. Elle travaille au niveau symbolique, déjà, et des archétypes. Et là, nous retrouvons le premier principe de la physique quantique, qui est le sens, qui travaille au niveau de l'esprit. Et le sens, c'est le principe qui organise tous les autres. Ensuite, elle travaille au niveau de la conscience. C'est une véritable psychologie. Et donc, au niveau de la physique quantique, on retrouve les énergies, l'énergie. Enfin, elle travaille au niveau beaucoup plus matériel et, j'allais dire, mathématique. C'est la science des cycles. Et c'est qui correspond au niveau de la physique à la forme. Voilà une photo de Charles Vauga. Là, c'est important que vous le voyez. C'était un homme magnifique, à une grande prestance, qui avait le sens des images, de la parole. Un très très grand orateur. Il était suisse, d'origine américaine. Enfin, il a vécu aux États-Unis. Il est parti aux États-Unis dans les années 30 pour rejoindre le mouvement d'Alice Bailey. Et là-bas, il a découvert l'astrologie. Il a lui-même mis en place tout un ensemble astrologique extrêmement important en une dizaine d'années. Dans les années 40, c'était fait. Quand il est revenu en France et en Europe, il avait créé sa structure astrologique. Il a travaillé sur l'orbite de Pluton. Il a été un des premiers astrologues. Pluton est la dernière planète découverte dans les années 30 et il était proche des milieux scientifiques de l'observatoire de Lowell, de l'Arizona, qui avait découvert Pluton et qui avait monté l'orbite de Pluton. Donc il a travaillé physiquement, dans l'aspect physique de l'astrologie, sur l'orbite de Pluton et sa réalité. Il a été un des rares astrologues à le faire systématiquement et à le présenter systématiquement. Ensuite, il a reçu les principaux concepts astrologiques par médiumnité. Il a travaillé en particulier sur les 3 planètes, Uranus, Neptune et Pluton. Je vais vous expliquer. Et il a surtout mis en place toute une dynamique des aspects astrologiques. Vous voyez l'orbite de Pluton, et c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que là, vous avez toutes les planètes qui sont vraiment dans des cercles concentriques autour du Soleil, au centre. Mais Pluton est une planète tout à fait étonnante, qui est excentrée, dont l'orbite est excentrée. Ici, il y a 2 fois plus d'espace entre son aphélie et le Soleil que quand elle est à son périhélie et le Soleil. Et elle coupe l'orbite de Neptune pendant 30 ans. Plus de 30 ans. Et c'est extrêmement important. Ce qui veut dire que dans la période où elle coupe l'orbite de Neptune, nous sommes beaucoup plus marqués par Pluton que par Neptune. De cette curiosité astronomique, il a déduit que
Il y avait donc une excentration de la conscience par Pluton, de manière à justement retrouver le centre. C'est-à-dire que le rôle de Pluton excentre pour qu'on n'oublie pas le centre. Ensuite, étant donné que son orbite est inclinée sur l'écliptique, donc il y a un déséquilibre de la conscience. Et surtout, il a mis en place un concept très intéressant, que Pluton était une sorte de lune du système solaire. Et il faut savoir qu'à l'époque, c'était très audacieux de sa part. Et c'est seulement en 2006 que les astronomes mondiaux, réunis en congrès, ont décrété que Pluton n'était pas une planète, mais un objet transneptunien, le plus gros des objets transneptuniens, un astéroïde. Voilà. Et donc, qui en fait est justement plutôt représentant de ces objets transneptuniens qu'une planète lui-même. Il a surtout mis en place le concept qu'il y a une polarité avec la planète Neptune et qu'il y a une résonance avec les deux autres. Alors, je vais vous l'expliquer beaucoup plus. Vous voyez, il se passe quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est que quand Pluton rentre dans le Lion, la dernière fois qu'il est rentré dans le Lion, c'était en 1939. C'était une date fatidique, hein. Dans cette partie du cycle du Lion au Verseau, il met 84 ans. Tandis que dans cette partie du cycle entre le Verseau et le Lion, il met 164 ans. Or, 84 ans, c'est la durée de révolution d'Uranus, et 164 ans, c'est la durée de révolution de Neptune. Et là, c'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'on dit que ces trois planètes sont liées par une résonance de 3. Donc, vous voyez toute l'importance alors que Pluton a un cycle de 250 ans, et c'est un cycle extrêmement irrégulier, ce qui explique l'extrême importance de cette phase dans la vie collective quand il est entre le Lion et le Verseau. Actuellement, je vous rappelle qu'il est en Capricorne. La dernière fois qu'il est rentré dans le Verseau, c'était à la fin du XVIIIe siècle, au moment de la Révolution française. Donc, Vouga nous disait que Pluton et Neptune étaient dans d'une dualité dynamique. Neptune est le pôle plus, au niveau de l'énergie, et Pluton est le pôle moins. Et il proposait justement d'écrire le symbole de Pluton à l'inverse du symbole de Neptune, c'est-à-dire les deux coupes. C'est-à-dire la coupe de Neptune, quand elle s'inverse, qu'elle donne son énergie vers le bas, ça donne Pluton. Et quand Pluton se retourne, il donne Neptune. Il mettait ces deux planètes donc dans une polarité dynamique et il disait c'est le chantier de l'homme, c'est le terrain de son expérience et c'est le lieu de sa lutte. Mais comme nous avons vu hier, il ne s'agit pas uniquement d'une lutte et d'une guerre extérieure, mais certainement d'une lutte intérieure. Avec Pluton, nous avons le plus bas de nous et avec Neptune, le plus haut de nous, l'élan vers l'unité. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est quand on prend la troisième planète, c'est-à-dire que si nous avons vers le haut effectivement Neptune et en bas Pluton, nous trouvons Uranus sur une sorte d'horizontale du transconscient et nous avons là toutes les échelles sur l'horizontale des fraternités d'âmes ou des âmes groupes, comme disait Vouga. Il disait aussi la grappe de raisin. Ce qui fait que nous avons dans ce schéma même toute l'évolution de l'homme, c'est-à-dire du plus bas vers le plus haut, avec des montées graduelles de niveau de conscience. Il travaillait également avec la notion du cône astrologique et donc avec les énergies descendantes. L'énergie descendante par ce cône descendant et l'énergie montante par l'autre partie du cône. En fait, c'est un même dessin géométrique, c'est un cône, hein, vous l'avez là.
Et en fait, pour continuer notre méditation et notre échange, nous avons là le triangle du bas qui doit monter et le triangle du haut qui doit descendre. C'est-à-dire la lumière d'en haut doit descendre et pénétrer vers le bas, et pour faire remonter et éclairer l'obscurité et faire remonter les vies qui sont en bas. Il a travaillé beaucoup sur la notion de croix, et la croix était pour lui, il nous expliquait que c'était l'organe de relation entre les vies plus petites et les vies plus grandes, et l'organe de relation entre le soi et le non-soi. Et évidemment, nous avons donc le soi sur la verticale et le non-soi sur l'horizontale, et vous avez toujours ce schéma de montée de différentes horizontales. La verticale, c'est la libération, tandis que l'horizontale, c'est le chantier de l'existence et c'est plutôt la fatalité. Et le but de la vie, c'est par la verticale d'aller repêcher toutes les horizontales. Vous voyez l'idée, c'est-à-dire nous avons là les différentes existences et renaissances de l'homme sur la verticale à travers les horizontales. Il essayait d'organiser comment travailler avec les trois croix. Vous voyez les trois croix. L'intérêt des trois croix, tout à l'heure nous avons médité sur le soleil, la lune et Mercure. Nous avons les trois pieds des trois croix. C'est d'une symbolique majeure. Et j'ai essayé d'organiser ces trois croix à la suite de Charles Vouga en un arbre de vie astrologique, et le schéma m'est venu en écrivant mon ouvrage L'univers de l'homme et en regardant les multiples notes de Charles Vouga et en écoutant ses conférences. Je savais qu'il cherchait à organiser les trois croix, et je pense que là nous avons une organisation des trois croix dans un arbre de vie. Toutes les verticales sont alignées et nous avons les trois horizontales, la croix cardinale, la croix fixe, la croix mutable. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que toutes les transpersonnelles sont sur la verticale, tandis que sur les horizontales, nous avons les planètes de l'individu. Donc ceci, c'est une étape et je crois qu'il faut continuer à travailler sur l'arbre. Et j'ai même avancé une notion de 3 arbres pour répondre aux 3 niveaux de l'astrologie. Exotérique, ésotérique et celle de l'esprit. Et là, nous retrouvons le fonctionnement énergétique dans l'arbre avec l'énergie qui descend et l'énergie qui monte, et les deux se croisent dans le cœur de la croix fixe. C'était un aperçu un peu rapide pour autant de travaux, mais je vais maintenant aborder la deuxième question de Thoth. Qu'est-ce que l'astrologie peut apporter ? J'ai commencé à répondre à cette question à travers cet ouvrage que je viens juste de terminer, La destinée de la France, qui s'appelle « Essai sur une astrologie des civilisations ». Et je montre qu'on peut travailler à 3 niveaux, symbolique, de la conscience et des cycles. Je suis partie d'une hypothèse, de l'hypothèse sur le rôle de la France, qui est donnée par essentiellement Alice Bailey dans La destinée des nations, qui dit que la France a une personnalité lion, et on retrouve bien tout le caractère égoïste, arrogant, très brillant des Français. Et une âme poisson. Alors l'âme poisson, c'est une âme duel qui a une polarité avec la double maîtrise de Pluton et Neptune, avec ombre et lumière, et donc c'est les deux Frances qui coexistent et cohabitent souvent. Enfin, j'ai croisé avec ce qu'a proposé Jules Michelet, qui ressemble tout à fait à ce que dit Alice Bailey, c'est la France et le pilote du vaisseau de l'humanité. Je trouve que cette expression est très belle.
Et Alice Bailey a dit que la devise de la France, c'était « Je dispense la lumière » et que dans les temps à venir, elle devait même révéler l'existence de l'âme au niveau mondial. J'ai travaillé au niveau de plus de 2000 ans d'histoire de France depuis la préhistoire et donc ça couvre toute l'ère des poissons qui a commencé, comme tout le monde le sait, par le christianisme. Donc l'événement source était le christianisme. Et pour arriver à l'ère du Verseau, nous sommes dans une période de transition et j'ai finalement pu, je crois, démontrer que la France avait amené avec les droits de l'homme ce que Michelet appelait le credo du nouvel âge, que donc la France avait amené un des événements sources pour l'ère du Verseau. On va descendre au niveau des cycles. Le cycle des planètes Pluton-Neptune nous propose un curieux diagramme avec, comme les autres cycles, à partir de la conjonction, monter droit vers l'opposition et redescendre à la prochaine conjonction. Elle fait des petites vagues là et ici, au moment des sextiles. Au moment des sextiles croissants et des sextiles décroissants. Et ceci est dû à l'originalité de l'orbite de la planète Pluton que vous avez vue précédemment. Ce soir, je ne vais pas vous parler de 2000 ans d'histoire, ça serait un peu long, mais je vais vous montrer, pour comprendre dans quelle période nous sommes, je suis revenue sur le précédent cycle Pluton-Neptune, qui a commencé à la Renaissance, qui est 1399 à 1892. Et là, j'ai pu constater que, vous voyez, ça c'est l'orbite, c'est le cycle Pluton-Neptune. Et on a pu constater que toute cette phase de plateau correspond à la Renaissance. Tandis que celle-ci correspond au siècle des Lumières. Et ensuite, avec le pic ici du cycle Uranus-Pluton qui correspond à la Révolution. En fait, ce cycle-là a commencé avec Jeanne d'Arc. Et pour vous montrer un apport symbolique de l'astrologie, avec l'image de Jeanne d'Arc, nous avons tout à fait l'image du Sauveur, qui est donc le sauveur de l'âme poisson de la France. Jeanne d'Arc était née en 1412 et donc elle a commencé avec ce cycle. La Renaissance avait amené un nouveau paradigme et avait changé énormément la vision du monde. Mais ce changement ne s'est pas fait en quelques jours, il s'est fait sur 150 ans et encore. Entre le moment où Copernic a dit et montré que le Soleil était au centre et le moment où c'est rentré dans les consciences collectives, il a fallu 150 à 200 ans. Et nous sommes dans une période similaire actuellement. Donc c'était une période très difficile où il y avait des esprits brillants qui amenaient les nouvelles valeurs, mais où il y avait des conflits tout aussi violents qu'il y avait de force dans l'émergence du nouveau. Au niveau des arts, j'ai retenu pour vous, pour que nous méditions sur cela, l'apport majeur de Léonard de Vinci. On vient du monde entier en France voir la Joconde, qui a été donnée à la France par Léonard de Vinci, mais il avait amené 3 tableaux, Léonard de Vinci. Il avait amené la Joconde et il avait aussi amené la Vierge, l'Enfant et Sainte Anne. Et je pense qu'au niveau ésotérique, c'est ce tableau qui représente beaucoup plus la France que la Joconde. Puisque à la Révolution, nous avons pris comme figure représentative de la France et de la République Marie-Anne, qui est un jeu entre Marie, la Vierge Marie et Anne. Mais bon, on admire la Joconde. Mais je vous recommande d'aller voir ce tableau au Louvre. Il est magnifique.
Donc, cette période-là, vous vous situez maintenant. Le pic de l'opposition, Pluton-Neptune, c'est 1644. Et ça correspond à la naissance de Newton. Et Newton a été l'apôtre de la nouvelle science de ce cycle. Je passe sur le siècle des Lumières et ces esprits éclairés que la France a donné au monde, et sur tout le renouveau de ce XVIIIe siècle, pour arriver à la Révolution française. La Révolution française s'est faite 2 ou 3 ans après la découverte d'Uranus. Donc elle est vraiment en correspondance avec Uranus. Et elle s'est faite très très rapidement. Et en fait, en 3 mois, l'essentiel était fait. Et je dirais en 3 mois et 3 ans. En 3 mois, puisque déjà la convocation des États généraux, c'est mai 1789. Et la Déclaration des droits de l'homme était terminée le 26 août. 1200 personnes, évidemment ce n'étaient que des hommes à l'époque, mais enfin ils étaient inspirés par des femmes qui étaient dans leur entourage et qui tenaient des salons. 1200 hommes se sont réunis et ont œuvré ensemble pour créer ce credo du nouvel âge. La première République française date de 21 septembre 1792. Donc 3 ans après, une république était là, avec tous les textes fondateurs. Elle n'a jamais complètement fonctionné du fait que toute l'Europe s'était soulevée contre la France. Toutes les monarchies européennes s'étaient élevées contre la France. Mais la république date du 21 septembre 1792, c'est-à-dire de l'équinoxe d'automne. Le calendrier révolutionnaire a été fait par des astronomes qui étaient vraisemblablement des astrologues, puisqu'ils ont commencé l'année au 21 septembre 1792, à l'équinoxe d'automne. Et le calendrier était divisé en décadis, qui sont les décans. C'est vraiment dommage que nous n'ayons pas gardé ce calendrier qui est vraiment astrologique. En fait. Donc voilà le très belle peinture sur la Déclaration des droits de l'homme. Et il faut savoir qu'après la Révolution, il a fallu plus de 80 ans pour retrouver une république stable. Il a fallu Napoléon, qui finalement a été semé la Révolution en Europe, qui a créé un empire. Et il a fallu toutes les périodes de restauration. Le Second Empire en 1852, qui est en fait la prise de pouvoir par Napoléon III, alors qu'il avait été élu président de la République. Donc un des premiers présidents de la République française a pris le pouvoir à peine plus de 2 ans après avoir été élu président. Ce qui explique la méfiance des Français à l'égard de la présidence. La méfiance et en même temps l'adoration. C'est pour dire que le temps de l'histoire est extrêmement différent du temps d'un individu et que des idées qui ont été semées à la Révolution française sont loin d'avoir encore complètement pénétré les esprits des individus. Donc voilà le prochain cycle. Il a commencé en 1892. Donc c'est par exemple la date de naissance, autour de date de naissance de grands personnages comme Chaplin, De Gaulle, Hitler aussi. C'est l'envers des autres, si je puis dire. Et la période de plateau a commencé en 1939 et en fait elle va durer 100 ans. Nous l'avons là. Quelle est cette période ? Elle est particulièrement importante parce que, en fait, nous commençons l'ère du Verseau et donc il s'agit bien de changer de paradigme, mais d'une façon encore plus importante qu'à la Renaissance, puisque on change aussi d'ère. J'ai retenu comme représentation la plus importante de la France de ce cycle-là. Nous avons Jeanne d'Arc au précédent, et là, en quelque sorte, nous avons De Gaulle, et la Croix de Lorraine. Il a mis en place ce symbole pour s'opposer justement et pour amener de la lumière à la place des symboles nazis.
Et la croix de Lorraine, avec ses deux horizontales, est en fait la croix de l'âme. La première croix, c'est la croix de l'existence. Le deuxième niveau, c'est l'âme. Et on peut dire qu'à ce moment-là, l'âme de la France a éclairé cette période extrêmement sombre à travers une personnalité comme De Gaulle et à travers tous les résistants français qui étaient guère plus que 200 000. Mais c'était la qualité de leur âme qui a permis que l'âme de la France ne meure pas. Et il y a ce fameux programme du Conseil national de la résistance qui a été mis en place par les différents chefs de réseau de résistance. Et je retiens pour vous Stéphane Hessel, qui est connu mondialement avec son petit essai Indignez-vous. Dans cet essai, il n'y a que deux choses, la Déclaration des droits de l'homme et le programme du Conseil national de la résistance. Et donc, s'il rayonne dans le monde, c'est parce que, à travers ces deux textes-là, rayonne l'âme de la France. Et d'ailleurs, ça a inspiré la déclaration universelle de l'ONU, et avec l'idée, si vous voulez, qui est très importante, c'est un idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations. Donc tous les signataires ont déclaré qu'ils avaient cet idéal à atteindre, c'était les droits de l'homme. On n'y est pas encore, hein, et cet idéal, évidemment, nous avons l'image de l'idéal avec Neptune. Si on revient sur cette période, on se rend compte qu'en plus de cette période de plateau, nous avons d'autres cycles qui sont en place et qu'il faut regarder pour essayer de comprendre un peu plus précisément et surtout commencer aussi à se dire quel est le nouveau paradigme. Le nouveau paradigme, il est vraisemblablement en train de venir à travers la nouvelle science. On a vu Newton pour le précédent cycle et maintenant ça serait plutôt la physique quantique. Et nous avons toute l'explosion des moyens de communication et toute l'évolution d'une pensée religieuse où maintenant chacun se relie directement sans passer par des églises ou des institutions. Ce qui est important, c'est vraiment de se rendre compte que nous changeons d'air, que nous sommes dans un début de cycle Pluton-Neptune, que nous avons également un début de cycle Neptune-Uranus et les premiers carrés Pluton-Uranus, je le montre pour les astrologues particulièrement. Les années 60, c'est les fameux 60s, c'est le New Age, Peace and Love. Et en France, mai 68, donc c'est la nouvelle pensée qui est un petit peu naïve au démarrage, mais il faudra tout le cycle pour la mettre en place. Et nous sommes dans ces premiers carrés, entre 2012 et 2015. Et ensuite, il y a le cycle de 1993 de Uranus-Neptune, qui est un cycle aussi de valeurs de civilisation qui a commencé. Vous voyez, le premier carré du cycle d'Uranus-Pluton, c'est 2012-2015. Et je pense que nous sommes dans le goulot d'étranglement, dans le fameux goulot d'étranglement et dans le fameux passage on pourrait reprendre l'image du cône cher à Charles Vouga. Nous sommes dans le passage. C'est bientôt fini, 2015. Voilà. Il faudra certainement, plus tard, on essaiera de donner un nom à cette période, comme on avait appelé la Renaissance. Et je proposais qu'on parle de reconnaissance, parce que c'est l'idée qu'on reconnaît l'être uni que nous avons toujours été et que nous devons retrouver en chacun de nous. Là, c'était l'année 2014 et je vais arrêter, mais terminer peut-être sur le rôle de la France. La devise de l'Inde, c'est « Je cache la lumière », selon Alice Bailey. Et la devise de la France, c'est « Je dispense la lumière ». Alors, peut-être sommes-nous en train de réfléchir sur comment se coordonnent ces deux missions. Et Maître Parvati Kumar nous en parlera encore tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez vu que le 9 mai, nous avions une configuration magnifique dans le ciel. Non seulement les deux
le sceau de Salomon, mais le grand carré et les 3 triangles harmoniques. Donc c'est une figure qui est très rare et qui a sans doute marque ce printemps particulièrement important. La dernière question, c'est sur la place de l'astrologie qui est dans le nouvel âge. Ben, je pense que nous allons en parler ensemble si vous voulez, si on prend le temps que vous ayez un apport, une question et que je puisse vous répondre. Une question par rapport aux correspondances entre les rayons, entre Pluton, qu'on peut relier au rayon 1, Uranus au rayon 7. Et est-ce que cette période que l'on vit avec le carré d'Uranus-Pluton, est-ce qu'on pourrait quelque part symboliquement dire que c'est le début de l'ère du Verseau? C'est ce que tout le monde intuite depuis longtemps. Ah oui. Et Germaine Hollet est décédée en 1995 et elle me disait, vous verrez, en 2012, c'est le début du grand changement. Et donc, cette période des carrés Uranus-Pluton, c'est toujours une période de grands changements et de crise profonde où là, tout ce qui... Donc, on est en train, vraisemblablement, il y a une passation et une correspondance entre le rayon 1 et le rayon 7. Et il y a donc toute une puissance, et surtout qu'il y avait Mars en ce moment et Jupiter qui était dans le jeu avec ses grands carrés. Donc on est en train vraisemblablement, oui, on y est dans l'ère du Verseau. Mais seuls ceux qui sont un peu devant le voient. C'est surtout, ce qui doit changer actuellement très fort, c'est le passage du 6e rayon au 7e rayon. On doit sortir vraiment des luttes du 6e rayon et pour entrer dans une sorte de paix du 7e, enfin de paix, pour tout simplement par le 7e rayon incarner ce que l'on pense juste et au lieu de prôner ce que l'on pense juste, il faut l'incarner. C'est ce que je nous souhaite à tous. Merci.